À la fin des années 70, les autos sportives sont aussi nombreuses que les groupes. Thin Lizzy, Rush, Motörhead, David Bowie ou encore Queen. Faites-vous plaisir et choisissez le bon groupe. Face à l'arrivée de la Porsche 924 et au succès de la Datsun Fairlady Z, Mazda décide de créer sa propre sportive légère équipée de la révolutionnaire technologie Wankel. La Mazda RX-7 SA 22C voit le jour au Japon en mars 1978, équipée d'un moteur Wankel Mazda 12A, 105 chevaux, alimenté par un carburateur Nikki. La Mazda RX-7 SA évoluera dès fin 80, la puissance passe à 115 chevaux. L'année suivante, en 81, une nouvelle version de la RX-7 apparaît, l'AFB. Elle sera vendue en France jusqu'en 1986. Le Japon aura même droit à sa version turbo de la Mazda RX-7 FB, 165 chevaux à partir du moteur Wankel Mazda 12A. En France, la voiture s'est très peu vendue, moins de 1000 exemplaires de la RX-7 SA se sont écoulés et moins de 1300 exemplaires de la version FB. La troisième génération de Mazda RX-7 apparaît la même année que la sortie de l'album Master of Puppets de Metallica et que du génialissime Alien 2 Le Retour en 1986. Cette voiture, tu la connais, c'est celle que tu pouvais acheter dans Gran Turismo 2 quand tu n'avais pas beaucoup de crédit au début du jeu en occasion. C'est la Savannah. La Mazda RX-7 FC3S est proposée en Europe et surtout en France avec des motorisations turbo et atmosphériques, des puissances allant de 150 à 200 chevaux et elle s'impose à l'époque comme une véritable concurrente de la Porsche 944. La voiture sera proposée au Japon en série très limitée Infini, 4 séries à découvrir d'urgence, elles sont juste magnifiques. La plus connue, la plus mythique et la plus technologique de toutes les RX-7 sort la même année que Terminator 2 en 1991. La voiture s'impose tout de suite comme une véritable sportive capable de rivaliser avec les meilleures références de la catégorie au début des années 90. Cette RX-7 est une véritable légende pour les collectionneurs, les amateurs de voitures japonaises et les tuneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous présenter une Mazda RX-7 FD de 1996. Il s'agit d'un modèle volant à droite car c'est une JDM, elle vient directement du Japon, elle a été importée par son propriétaire, elle affiche 46 000 km en compteur seulement et bien évidemment je vous laisse l'observer pendant quelques instants. Avant l'apparition des piles sur les engins mobiles des années 2020, existait une époque pas si lointaine où le plaisir et l'engouement pour l'automobile prédominaient. Mazda tire son épingle du jeu entre les années 70 et le début des années 2000 en équipant tous ses coupés sportifs RX de moteurs Wankel inventés par le génialissime Félix Wankel. La Mazda RX-7 FD repousse les limites de l'extrême du moteur Wankel puisqu'elle est équipée d'un moteur birotor Wankel équipé d'un système biturbo séquentiel Hitachi. Sous le capot, on retrouve donc un moteur birotor de type Mazda 13B REW. Au programme, on a 240 chevaux à 6500 tours sur la version européenne, 265 chevaux sur cette version japonaise, un couple de 294 Nm des 5000 tours, 2 rotors, 1,3 litre de cylindrée, 2 turbos. Qu'est-ce que c'est que ce charabia, ce système biturbo séquentiel Hitachi, aussi technique que la lunette infrarouge de Van Damme dans Universal Soldier et que le flingue de Stallone dans Judge Dredd. La loi, c'est moi et l'ordre.
Eh bien, ce système permet de faire fonctionner les turbos en fonction du régime moteur. La voiture est équipée d'un petit turbo qui va venir remplir l'admission à bas régime. Il est ensuite relayé par un plus gros turbo chargé de remplir les cylindres à haut régime. Ce système permet de corriger le temps de réponse du turbo. On évite ainsi les temps de latence comme sur les Renault Turbo un peu à l'ancienne. Par contre, il est très complexe et demande un peu plus d'entretien que sur une voiture équipée d'un seul turbo. La Mazda RX-7 FD équipée de ce système biturbo à balle 0 à 100 en 5 secondes 3, vitesse max 246 km/h pour la version européenne, le tout pour un coupé de 1310 kg à vide pour 4,29 m de long et 1,75 m de large. À titre de comparaison à l'époque, la Porsche 911 964 a battu le 0 à 100 quant à elle en 5 secondes 7. La Mazda RX-7 FD sera retirée du catalogue Mazda dès 1995, mais elle poursuivra sa carrière au Japon jusqu'en 2002 où la voiture connaît un certain succès. La dernière série de Mazda RX-7 FD, la série 8, sera produite de 1998 à 2002 avec une version de base RB, biturbo toujours 265 chevaux, 3 versions plus exclusives, la type RS avec des suspensions Bilstein, des turbos revus, 1280 kg pour 280 chevaux, la type RZ, 10 kg de moins, des jantes BBS de série et surtout un système ABS revu. Et puis enfin, la version ultime de la RX-7 FD, la Spirit Air. La Spirit Air reprend toutes les améliorations de la type RS et de la type RZ. Elle sera proposée elle-même en 3 types différents. La type A, 2 places, 1044 exemplaires. La type B, un 2+2 produit à 420 exemplaires et enfin la type C, boîte automatique, 255 chevaux, 40 exemplaires produits. Personnellement, j'ai découvert cette voiture dans Gran Turismo 1, puis dans Gran Turismo 2, je l'ai toujours adorée depuis cette époque quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans. La voiture apparaît notamment dans la saga Fast and Furious, on la voit dans le premier opus aux mains de Vin Diesel. Dans Tokyo Drift aux mains de Han avec ce superbe kit Velside, la voiture est également une héroïne du manga Initial D. La Mazda RX-7 sera remplacée par la Mazda RX-8 qui a été produite entre 2003 et 2012 en version atmosphérique 192 et 231 chevaux en Europe. Depuis, on attend une Mazda RX-9. Arrivera-t-elle un jour pour clouer un peu le bec aux écolos lobotomisés? En tout cas, moi je l'espère. La Mazda RX-7 est pour moi la plus belle Mazda qui a été dessinée. C'est sûrement l'une des plus belles sportives des années 90. La voiture est équipée d'un pare-choc avant assez racé, affublé d'une lame. Par contre, ne veuillez pas nous en tenir rigueur. On a légèrement écorché le pare-choc avant d'arriver, d'où les légères traces et le manque de peinture. La voiture est également équipée d'un logo un peu bizarre. Il ne s'agit pas du logo Mazda, mais du logo Efini pour pouvoir dans les années 90 facilement différencier cette RX-7 de votre Mazda 626 nourrie au gasoil. La voiture est également équipée de phares de type pop-up, si caractéristiques des années 90. On retrouve les mêmes sur la Mazda MX-5 N1. Ils sont aujourd'hui interdits tout simplement car ils pourraient couper en deux. Un mec qui traverse sans faire attention alors qu'il a ses oreillettes sans fil sur les oreilles et qu'il regarde une série sur son portable. La Mazda RX-7 FD est équipée d'origine avec des jantes en 16 pouces assez sages. Notre exemplaire a reçu une nette amélioration avec ces magnifiques jantes Race en 18 pouces qui affirment le look sportif de la voiture. Ces jantes cachent des disques ventilés à l'avant et à l'arrière en 294 mm, de quoi stopper net cette voiture en conduite plus que sportive. La voiture est équipée sur les ailes à l'avant d'écope qui permettent de faciliter le passage de l'air. Les poignées sont quant à elles directement intégrées au montant de chaque portière. L'arrière de cette RX-7 FD est, comme dirait Eric Judor dans la tour Montparnasse infernale, du toute beauté. La voiture est équipée de 4 phares ronds dissimulés derrière des caches noires reliées par un bandeau. C'est juste magnifique. L'auto est équipée d'origine avec ce magnifique béquet qui vient renforcer la sportivité de l'ensemble. On retrouve également un imposant pare-choc tout comme à l'avant, un logo RX-7 Efini, un logo Efini et puis une énorme sortie d'échappement en forme de bazooka, pas vraiment d'origine sur notre exemplaire. Le coffre quant à lui est tout petit, juste suffisant pour emmener 2-3 sacs, pas plus. Après tout, on est sur une vraie sportive et pas sur le monospace de papy.
L'habitacle de la RX-7 FD est assez petit. La voiture comporte 2 places principales et 2 minuscules places à l'arrière. La liste des options n'est pas très grande. Les 2 sièges ont un dessin digne des sièges des plus belles sportives. Ils maintiennent très bien et sont extrêmement confortables. Par contre, ils sont en velours et non en cuir. La planche de bord possède un dessin très moderne pour le début des années 90. Bien évidemment, elle est gainée de plastique. Le volant 3 branches, quant à lui, est juste somptueux. Fabriqué par Momo, il n'est pas d'origine sur notre exemplaire et provient d'une Mazda RX-7 FD type RZ. Derrière, on retrouve le bloc compteur, pas mal fourni avec la température d'eau, la pression d'huile et un énorme compte-tours juste devant les yeux du pilote. Au centre de la planche de bord, on retrouve des commandes assez archaïques pour la ventilation. Juste en dessous, un énorme emplacement double DIN pour l'autoradio japonais bien évidemment. Un peu plus bas, le pommeau qui est pour moi un peu terne sur une sportive. Et puis juste à côté, les commandes pour les anti-brouillards ou encore le dégivrage à l'arrière. Au niveau des rangements, on n'a vraiment pas grand chose, on est sur une pure sportive vraiment radicale. On a une petite boîte à gants devant le passager et un seul vide-poche du côté du conducteur, tout juste pour ranger votre CD de Mechanical Animals de Marilyn Manson ou alors la BO de Tokyo Drift. Mais là, c'est vraiment au choix parce que on n'a pas beaucoup de place. Petite option très sympathique sur notre RX-7 japonaise, la petite voix qui nous accueille lorsqu'on démarre la voiture. Je vous propose de retrouver tout de suite le propriétaire de cette magnifique RX-7 pour qu'il nous en dise un peu plus sur son auto et sur ce Wankel birotor biturbo. Salut Louis et merci de nous présenter aujourd'hui ta superbe Mazda RX-7 FD. Louis, est-ce que tu peux nous dire comment tu as eu cette voiture et comment tu as fait pour l'homologuer? Déjà c'est avec plaisir que je la présente. Pour petite précision, c'est pas ma voiture à moi, c'est celle de mon père qui l'a achetée au Japon du coup, à Tokyo même. Il y a à peu près 3 ans, en 2018 du coup, et elle a été importée en France au début de l'année 2021. Et tu l'as faite homologuer toi-même ou par un pro? Donc elle est passée par un garage qui s'appelle GT Import dans le sud, qui est vers Aix-en-Provence. Et c'est lui qui s'est occupé du coup, bien connu dans la communauté des japonaises effectivement, qui fait que ça, de la japonaise un peu de collection. Et donc c'est lui qui s'est occupé du transport et qui s'est aussi occupé de l'homologation. Donc tu es tranquille, tu as ta carte grise française, il s'est occupé de toutes les démarches, tu as pu te casser la tête avec ça. Et est-ce que c'est une voiture que tu utilises régulièrement? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entretien de cette voiture? Qu'est-ce que tu as fait dessus? Et est-ce que tu peux nous dire si Mazda France, alors là je sais que ça va être une blague, mais est-ce qu'ils prennent en charge ce type de voiture ou rien du tout, ils veulent pas en entendre parler? Alors Mazda France on n'a pas encore testé, pour l'instant on est juste passé par GT Import, mais je pense qu'un jour ça devrait arriver puisqu'on va devoir l'entretenir un peu. Ouais. Le seul entretien qui a été réellement fait pour l'instant c'est au Japon, dans un garage Mazda spécialisé au Japon. Et eux, ils ont encore effectivement cette capacité à reprendre toutes les voitures anciennes et à quand même avoir des pièces pour les remettre en état. Pour les RX-7. Celle-là, elle a été pour les RX-7 effectivement. Ouais. Et ils font tout le boulot, ils font des rebuilds, ils remettent le moteur à neuf chez Mazda. C'est ça, exactement. Et celle-là, elle a eu quelques réparations, quelques entretiens moteurs qui ont été faits totalement par le garage Mazda. Avant de l'importer, comme ça tu l'as ramenée en France et vous étiez serein avec ton père une fois qu'elle est arrivée. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler d'un sujet un peu fâcheux sur cette voiture? La conso. Alors la conso elle est pas incroyable, je dirais, on n'a pas de jauge pour le montrer là, mais je dirais qu'elle est à 30 litres au 100 quand on roule un peu. Et si tu fais une conduite un peu de mamie, elle est à 17-18 litres au 100. 30 litres en tapant bien dedans quand même? Quand tu tapes dedans, quand tu ouvres un peu l'accélérateur. Bon, 30 litres, vous avez entendu, on est loin des voitures à pile. 30 litres de sans-plomb 98. Bon, écoute, lui, je te remercie pour toutes les précisions. Et puis, on va l'essayer, on fait un petit tour. Allez, allons-y. Allez, go. Donc à bord de la RX-7 de Louis avec Louis. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu penses de cette auto et notamment est-ce que c'est pas difficile à prendre en main une RHD biturbo? Il y a beaucoup de respect à avoir pour cette voiture. Avant de la prendre en main, faut pas sauter dedans et faire n'importe quoi avec. Mais
Après, une fois qu'on a roulé un peu, une cinquantaine de kilomètres, ça devient vite une habitude. C'est juste des habitudes à prendre en fait. Au niveau, enfin, toi tu parles au niveau de la conduite à droite. Ouais, c'est ça. Le fait qu'elle soit assez puissante en fait et légère, ça rajoute pas de difficultés particulières. Non, il faut faire attention. C'est une voiture qui n'a pas d'assistance électronique à part l'ABS. Ouais. Donc il n'y a pas de contrôle de traction, donc elle peut partir justement au niveau comme une voiture propulsion en fait, comme n'importe quelle voiture propulsion avec un peu de puissance quoi. Au niveau de la tenue de route, justement, t'as pas des fois elle part pas un peu en drift ou des débordements ça arrive, mais généralement c'est volontaire. Bon, je sais, ok, c'est quand tu la pousses un peu. C'est rarement involontaire et vraiment, elle a une super tenue de route en fait cette voiture et c'est pour ça qu'elle rivalise avec les Porsche de l'époque. C'était vraiment l'objectif de Mazda hein, et c'est une expérience de conduite qu'on peut avoir avec aucune autre voiture en fait. C'est pour ça que moi j'adore ça. Et au niveau de la boîte, Louis, t'en penses quoi? C'est précis parce que moi j'ai déjà conduit la RX8. Ouais. Franchement, je trouvais qu'elle était assez précise, très moderne. Là-dessus, t'en penses quoi? C'est une boîte qui est assez vieille quand même, mais qui montre pas son âge. D'accord. On peut avoir une boîte, je pense manuelle, je pense notamment à des boîtes de Porsche manuelles des années 2005-2006. C'est assez équivalent à ça. D'accord, d'accord, très bien. Donc on avance un peu sur son temps quand même. C'est ça, exactement. Et au niveau des freins, ils sont quand même, enfin, on a des disques ventilés en 294 mm aux quatre coins. Je pense que tu as une bonne endurance de freinage. Ça freine correctement, ça freine correctement. Ça pourrait être mieux. C'est ça, voilà, ça pourrait. Je pense que s'il y avait quelque chose à revoir sur cette voiture, c'est pour le coup le freinage. Le freinage. Ouais. Mais après, bon, ça se règle assez facilement. Ouais, tu peux mettre des disques un peu plus gros. Des petits disques, voilà. Exactement. Et niveau châssis, bah écoute, moi je trouve qu'on est très bien installé dans les sièges. Elle est un petit peu raide. Elle est. C'est une voiture qui est très basse. Ouais. Et qui est faite pour. C'est une vraie sportive. C'est une vraie sportive. Ouais, c'est une vraie on peut sportive. pas s'attendre à être dans une Rolls-Royce, c'est clair. Bah c'est sûr, mais le siège est confort quand même. Le siège est super confort, c'est ça que je voulais dire en fait. Le siège est vachement moelleux, on est super bien installé dedans. Avec le lourd, c'est très confortable. Bon bah écoute Louis, on n'a plus qu'à aller faire une petite accélération, voir une petite reprise qu'elle a dans le ventre. Allez. Doucement seconde. On fait la petite reprise la seconde. On est à combien? 20, 80? On est à 40 là. 40. Bon, on se fait une reprise aller de 30 à 80, voir ce qu'elle a dans le ventre. 30 à 80. Si t'es prêt, c'est parti. Ça repart vite hein. Ouais, je suis allé un peu plus qu'à 80. On a entendu le bip. Le bip c'est pour le passage de vitesse parce que comme c'est une voiture japonaise, elle aime pas qu'on fasse pas ce qu'elle veut. D'accord. Elle t'indique que t'es un peu trop dans les tours. Exactement. La Mazda RX-7 FD est un véritable mythe, autant pour les tuneurs, les collectionneurs aujourd'hui parce qu'elle a presque 30 ans et tous les amateurs de voitures japonaises. Ces autos que l'on pouvait trouver homologuées aux alentours des 15 000 € il y a encore 5-6 ans ont vu leur cote flamber ces dernières années. Aujourd'hui, un bel exemplaire se négocie entre 30 et 40 voire 45 000 €. Les voitures sont principalement achetées directement au Japon par les Américains qui les stockent pour pouvoir bientôt les homologuer en collection chez eux, d'où une flambée des prix sur ces autos. Faites attention au moteur rotatif Wankel, il demande un entretien hyper rigoureux avec des vidanges tous les 3000 km pour éviter les casses des Apex Seals. Vérifiez également que le système biturbo assez technique et compliqué est en bon état et que l'ancien propriétaire a bien évidemment respecté le temps de refroidissement des turbos. Au niveau de la carrosserie, faites attention à la corrosion qui peut s'installer au niveau des bas de caisse et des ailes à l'arrière. Et oui, on reste sur une voiture des années 90 et de temps en temps, ça peut cloquer. J'espère que la vidéo de présentation de cette magnifique Mazda RX-7 FD vous a plu. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Facebook, c'est plus facile pour communiquer ensemble. C'était Alex pour Overdrive AM. Je vous dis encore merci pour votre soutien les amis. À très bientôt. Ciao.